Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité politique ce matin, député La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Fabrice Vesseredon du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane, bonjour Alexis Corbière. Bonjour. On va évidemment parler de plusieurs sujets d'actualité du conflit au Proche-Orient, mais on commence par Arras. Vous êtes prof, vous Alexis Corbière, prof d'histoire géo, comme l'était Samuel Paty, assassiné il y a 3 ans, jour pour jour, comme l'était la cible initiale du tueur d'Arras. C'est un professeur de français qui a été visé, Dominique Bernard, tué, nouvelle victime du terrorisme islamiste. À 14h, une minute de silence sera respectée. Gabriel Attal, hier soir aux 20h, a dit qu'il ne tolérera aucune contestation, aucune provocation durant cette minute de silence et qu'elles seront sanctionnées si elles ont lieu. Il a eu raison de se montrer si ferme? Il va de soi que si on fait un moment de recueillement, de dignité, faut être vigilant à ce que ce ne soit pas une caisse de résonance à des propos qui seraient insupportables. Moi, je voudrais dire une chose, et merci de l'avoir pointé. Je suis député depuis 2017, mais mon métier, c'est professeur d'histoire en lycée professionnel. Et hier, j'ai tenu à aller à Arras, sur cette place des héros, participer à cet hommage extrêmement poignant, sur cette place qui est très belle, une place royale, carrée, dans cette ville magnifique. Il y avait énormément d'émotions. J'ai discuté avec beaucoup de personnes, des professeurs, déjà souligner qu'on va parler de l'aspect le plus sombre de l'âme humaine, ce crime terroriste islamiste, mais d'abord insister sur ce qu'il y a eu de plus inspirant, de lumineux, c'était le courage de M. Bernard, qui s'est sacrifié pour défendre ses élèves. Parce que manifestement, ça a été pointé, le criminel voulait frapper un professeur d'histoire, et M. Bernard, la presse l'a raconté, s'est interposé. Mais d'abord, je veux dire, on était place des héros, c'est un de nos héros. Ce que je veux dire, c'est que dans ces moments où on pourrait peut-être désespérer, il faut se dire que ce professeur de sport, ce cuisinier, cet autre personnel de l'éducation nationale qui se sont physiquement interposés devant un homme avec un couteau, nous montre qu'il y a aussi dans l'humanité des choses extraordinaires. Des gens qui sont prêts, tout simplement, selon l'idée qu'ils se font de leur métier, à risquer leur vie. Deuxièmement, l'école. L'école, c'est, beaucoup de gens, je lui parle de la République, c'est la base de la République, le socle. Il faut la défendre. Mais là encore, ce que j'ai senti hier, parce que je vais vous dire, il y avait une grande émotion, puis après, comme les gens m'ont reconnu, on parle, il y a une colère. Y compris de gens, plusieurs, des gens mais même des gens qui sont proches de nos idées et qui ont le sentiment maintenant qu'il faut agir. Notamment, c'est bien qu'un ministre apporte son soutien. M. Attal est un politique qui sait trouver des mots, mais les gens ont l'impression que ça fait des années qu'ils sont abandonnés. Pour vous, ce ne sont que des mots, ce que dit Gabriel Attal. Vous pensez que ce ne sera pas suivi? Moi, il y a des sujets, mais je l'ai déjà pointé. Monsieur Attal, ministre de l'Éducation nationale, ne doit pas oublier Monsieur Attal, ancien ministre du budget, qui, il y a quelque temps, lorsque nous parlions du budget de l'Éducation nationale, que nous lui réclamions, notamment qu'il y ait des moyens supplémentaires qui soient donnés, nous les refusait. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une visioconférence avec le ministre samedi. Bon, il a des mots forts, qu'il ne lésinera pas dans les moyens qu'il faut donner, mais quand nous avions le débat budgétaire, il nous les refusait. Je rappelle d'ailleurs qu'il va y avoir des 49.3 qui vont être utilisés sur les prochains budgets. Donc ce que je veux dire, c'est que mais là, c'est pas le cas. C'est un budget en haut, c'est le budget de l'éducation nationale. Mais ce n'est pas vrai. Par exemple, alors qu'il y a une augmentation d'élèves dans le second degré, nous en sommes à moins d'enseignants à l'heure actuelle que ce qu'il y avait précédemment. Il y a un nombre significatif d'enseignants, je le perds avec l'émotion, je crois qu'il y a près de 8000 postes d'enseignants en moins dans le second degré donc pour une augmentation de 21 élèves. Il y a aussi des postes non pourvus. Est-ce que le métier n'attire plus? Voilà. Pour quelle raison aujourd'hui? Moi, quand j'ai passé le concours d'enseignant en 1995, il y avait beaucoup de gens, et ceux qui avaient la chance de réussir, c'était pas simple. Aujourd'hui, il y a même des postes qui sont non pourvus. Pourquoi on ne veut plus, façon de parler, pourquoi ce métier s'est autant dégradé? Deuxièmement, dans beaucoup d'établissements, plus de médecins scolaires, plus de psychologues scolaires, plus d'assistants scolaires. On me dira, on est loin du drame qui a eu lieu, mais on sait qu'il y a des élèves. Certains ne vont pas jusqu'au crime, mais qui sont dans une situation que nous ne prenons pas assez en charge. Et pour terminer, parce que moi j'ai parlé avec un professeur qui avait eu l'élève criminel en 3e. Ça fait des années que cet élève a été repéré, signalé. Il avait des propos en cours très clairement,
garçon intelligent manifestement, engagé, refusant, quand le professeur parlait de laïcité, s'en prenant, il m'avait raconté le détail quand il s'agissait de l'Empire romain, enfin non, tout était sujet à controverse, et il n'y a pas de controverse très violente et propos très 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 violents. Et ce que me disait le professeur hier, c'est, on a signalé, mais qu'est-ce qui se passe après? Nous, comme enseignants, on ne sait pas. Est-ce que le chef d'établissement était au courant qu'il était fiché? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, beaucoup de questions sont posées. Est-ce que ça veut dire qu'il n'aurait plus dû se trouver sur le territoire français? Alors après, il y a une autre discussion qui est posée, qui est que moi je considère, là aussi il faut sortir des controverses. Il va de soi que quelqu'un qui est dangereux, il faut créer les conditions, et qui n'est pas français, il peut être expulsé. Maintenant, attention, là, à droit constant, parce que je vois bien la discussion qui est en train de venir, à droit constant, des mesures pouvaient être prises. Ça, ce n'est pas vrai qu'il y a besoin de changer la législation pour éventuellement, le père d'ailleurs avait été expulsé, et le jeune homme qui depuis est devenu un adulte, pouvait l'être éventuellement. Donc pour vous, il y a une faille. Il aurait dû être expulsé. Alors, le sujet est plutôt, moi c'est aux professionnels de le dire. Maintenant, de quoi on s'aperçoit? Ce que non, nous mais disent vous, les spécialistes. quel est votre avis? Est-ce qu'il aurait dû être expulsé? Attendez, mon avis c'est que s'il faut l'expulser, qu'il le soit. Ce que je dis par contre, c'est que quand on voit que les spécialistes nous disent que la DGSI aujourd'hui c'est 5000 personnes, que pour suivre avec un peu plus de qualité, il faudrait 8000 personnes. Là c'est un sujet, quelle est la qualité de notre renseignement? Parce que c'est pas à vous et à moi de décider la dangerosité de telle et telle personne. Et il faut sortir du débat que toute personne frappée d'OQTF doit être expulsée. Parce que c'est absurde, parce qu'on met sur un pied d'égalité une maman, je pense à quelqu'un que je connais très bien dans ma circonscription, qui est femme de ménage, qui travaille, et qui, elle, est là, est parfaitement, je trouve, c'est injuste, parce qu'elle est là depuis des années, qu'en vérité, après avoir eu des cartes de séjour, etc. Et puis, quelqu'un qui est manifestement dangereux. Donc il faut qu'on puisse cibler, parler de choses sérieuses, pas faire des effets, comment dirais-je, de grande généralité qui nous désarment. Donc je le dis, le débat qui est devant nous, selon moi, est un débat plus de renseignement qu'un débat d'immigration. Et c'est la même discussion que j'avais avec M. Darmanin à l'occasion de la loi séparatisme. Mais c'est peut-être un peu lié aussi, Alexis Corbière. Ce matin, Emmanuel Macron demande au préfet de réévaluer les fichiers des personnes inscrites, radicalisées, expulsables. Gérald Darmanin, samedi, il dit il faut expulser tous les fichiers S étrangers suspectés de radicalisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi il ne le faisait pas précédemment, puisque ça lui apparaît comme une évidence aujourd'hui? Je me méfie des effets d'annonce qui consistent à dire pour quelle raison il découvre des choses qui, exprimées comme ça, semblent des évidences. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Que tous les gens dangereux soient, que l'on protège les Français? Oui, cela va de soi, monsieur le ministre. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait précédemment? Donc là, vous soutenez cette mesure? Non, parce que peut-être que précisément notre renseignement, en raison des politiques publiques qui sont menées, n'a pas les moyens. Combien de gens qui... Le sujet Pharos, c'est quoi Pharos? C'est un peu le même débat. Renseignement, qui c'est qui surveille sur les réseaux sociaux éventuellement? Pharos, c'est la plateforme de signalement du ministère de l'Intérieur chargée de surveiller les messages sur les réseaux. Avant le drame Samuel Paty, 30 personnes seulement pour suivre des centaines de milliers de messages. Depuis le drame Samuel Paty, 50, 20 de plus. C'est insuffisant. Donc je ne voudrais pas que, et je vois bien le débat qui vient, on va parler politique d'immigration, et bien souvent cela n'a rien à voir, si c'était politiquement d'agiter des choses. Oui. Parce que vous avez des gens qui menacent le territoire national, et qui menacent, les Français, qui sont des Français, qui sont nés en France. Donc le problème est d'abord le renseignement. Nous sommes face effectivement à des menaces, indiscutablement, qui méritent que l'on voit dans le détail de quoi il s'agit, que l'on détecte les choses. Et là... le ministre lui-même en disant... Vous n'avez pas répondu clairement. Est-ce que si le renseignement détecte, il faut expulser? Et je vous l'ai dit, si des gens sont dangereux, oui, il faut les expulser. Ça, c'est pas le sujet. Ou alors, il faut les mettre en prison, les contrôler, il faut agir. Je veux dire, personne va vous dire non, quelqu'un est dangereux, faut rien faire. Allez. Maintenant, attention, que ça ne serve pas de prétexte à ce qu'il y ait des gens qui fassent uniquement un grand débat politique et font du bruit, mais ne donnent pas les moyens à nos services de renseignement, je dis bien nos services de renseignement, de savoir quelle est la nature de la menace. Bien compris, Alexis Corbière. Pour vous, c'est d'abord un problème de renseignement avant d'être un problème d'immigration. Oui. Je m'adresse à l'enseignant. Première question d'abord, on a l'impression que vous êtes mis à la place de Dominique Bernard. Écoutez, quand quelqu'un vous dit, moi ce que j'ai ressenti hier, que vous êtes professeur d'histoire, que quelque part, l'assaillant, alors je crois, est-ce qu'il se met à parler? Vous savez ce que c'est d'être face à une classe, voir une classe avec des éléments radicalisés? J'imagine que quand on est professeur, évidemment, et il ne faut surtout pas que ce soit le cas, mais quand vous avez un sentiment qu'il y a une tension qui naît avec un élève, comment reprocher à nos professeurs de se dire, regardez ce qui est arrivé à M. Paty, ce qui est arrivé à M. Bernard. Et pour autant, c'est facile à dire sur un plateau, il faut rester debout, cela a été dit, et l'école ne doit rien lâcher. Il est hors de question que quiconque est comme fanatique dicte à l'éducation nationale et à la République ce qu'elle doit enseigner à nos élèves. Justement. Parce que moi, je continue à penser comme Victor Hugo que chaque fois qu'on ouvre une école, on ferme une prison, et d'un certain point, une prison
une prison obscurantiste. Donc c'est l'enjeu. Mais je reconnais qu'il y a de quoi être inquiet. Justement, le profil de l'assaillant, là, fait état d'une radicalisation familiale grandissante. Bien sûr. Un jeune qui frappe sa mère à la demande de son père. Inacceptable. Son frère en prison pour tentative d'attentat, pardon. Et des enseignants, un enseignant assassiné et des centaines d'autres qui se résignent à ne plus enseigner la Shoah, monsieur le professeur d'histoire. Est-ce que ce n'est pas là le terreau le plus favorable à votre adversaire, le Rassemblement national? Alors, on enseigne la Shoah, vous savez, ça c'est... Ne faisons pas croire des choses qui ne sont pas exactes. On enseigne la Shoah aujourd'hui. On montre les documentaires sur la Shoah. Vous savez qu'il y a des enseignants, des professeurs d'histoire qui ont peur d'enseigner la Shoah aujourd'hui. Vous le savez, ça. Mais qui l'enseignent quand même globalement. Ça, je ne laisserai pas dire. Globalement, vous l'avez dit. Oui, non, mais qui font, qui l'enseignent. Là-dessus, franchement, ne faisons pas croire qu'on n'enseigne plus dans les établissements scolaires. Mais revenons à l'essentiel. Est-ce qu'on forme... Vous éludez un point. Qu'est-ce que j'élude ? Ça constitue un danger pour un certain nombre de professeurs d'histoire d'enseigner la Shoah dans certains établissements scolaires. D'où vous tirez cet élément ? Et vous le savez comme moi. Non, alors ça, entre vous et moi, sortons de ce genre de discussion. Vous le savez comme moi, ça ne signifie rien. Moi, je connais des professeurs d'histoire. Tous ceux que je connais continuent à enseigner la Shoah. D'accord ? Par contre, tel que je vous l'ai dit tout à l'heure, et avant que vous me posiez la question, je vous le dis, que des professeurs et des professeurs d'histoire aient en quelque sorte une certaine émotion qui peut les amener dans le cadre de leur métier à se poser des questions, ça c'est une évidence. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On forme, on aide, on accompagne, d'accord ? On donne les moyens. C'est ce que m'ont dit hier les enseignants. Mais bon sang, est-ce qu'on peut nous former ? On nous dit il faut la laïcité aujourd'hui. C'était des mesures qui avaient été prises par M. Blanquer. Dans le cadre de l'éducation civique, bon, aujourd'hui c'est quoi ? C'est une demi-heure par semaine dans le cadre de l'histoire-géographie. C'est quasiment rien, c'est du baratin. Quelle est la formation véritablement des enseignants, puisqu'on parle de laïcité, sur cette laïcité ? Quasiment rien également. Les professeurs en ont ras-le-bol. Dernièrement, sujet très important, à l'occasion du harcèlement scolaire, le ministre a dit on va faire des cours d'empathie. Pourquoi pas ? Mais où, quoi, comment, dans quelles conditions ? Est-ce qu'on paye nos enseignants ? Est-ce qu'on donne des moyens à ce que ce métier soit plus attractif ? Est-ce qu'on remplace lorsqu'un professeur est absent ? Est-ce qu'on l'accompagne véritablement sur une formation spécifique et précise, pas des grandes généralités ? Parce que quand vous avez ce type d'élèves dont nous parlons, c'est pas simple, on n'a pas été formé pour ça. Donc vous voyez, il y a beaucoup de paroles qui suivent des grands moments d'émotion de la part de ministres qui, lorsqu'ils sont ministres du budget, disent ah non, il ne faut pas plus de moyens parce qu'il faut faire des économies. Ouais. Et qui après disent il faut accompagner les élèves. Ça, on a compris, Alexis Corbière. Un dernier mot là-dessus, puisqu'on l'a dit, se pose la question de la politique migratoire. Il y a le projet de loi immigration qui sera examiné au Sénat le 6 novembre. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit inscrit rapidement lors du jour de l'Assemblée ? Non, il doit être débattu, mais je pense que d'ores et déjà de ce que je vois venir, c'est que c'est le énième texte qui se suit depuis des années. Chaque fois, le ministre vient en bombant le torse en disant cette fois-ci, on va régler le problème, d'accord ? On considère que bien souvent, parce que là, on est sous le coup de l'émotion, il faut quand même pas raconter à nos concitoyens que les immigrés sont responsables des crimes et des attentats qui sont commis sur le territoire national. Non, mais Gérald Darmanin, il dit qu'il aurait, que là, aujourd'hui, il est non expulsable et qu'avec son texte, il aurait pu être expulsé. Je crois qu'il a tort. Il a tort. À droit constant, il pouvait faire des choses. S'il ne le fait pas, c'est parce que son propre service public, bien souvent du renseignement et de la police, est affaibli. Moi, vous savez, je défends la police concrètement. C'est-à-dire qu'elle ait des moyens de travailler et pas qu'elle soit l'objet, la police, d'instrumentalisation. Yael Braun-Pivet veut une adoption avant la fin de l'année. Est-ce que vous aussi ? Pure instrumentalisation pour montrer, regardez, on agit alors qu'on m'a fait le coup sur la loi séparatisme. J'ai en souvenir, là, le débat sur la loi séparatisme. Je le disais à la tribune de l'Assemblée nationale. Vous ne donnez aucun moyen pour le renseignement. Vous ne donnez aucun moyen pour l'école, alors que c'était censé être un texte en réaction au crime odieux qu'avait subi Samuel Paty. Donc, les Français, écoutez-moi, qu'on ne vous fasse pas le coup, à l'occasion d'un drame, de textes qui passent à côté du sujet, qui sont des textes d'agitation, pour faire croire que... Donc, vous voulez pas qu'ils soient inscrits rapidement à l'Assemblée ? Il doit être débattu. Mais pas avant la fin de l'année, pour vous, c'est pas un objectif ? Je veux dire, c'est l'objectif de Yael Braun-Pivet. Ce texte ne donnera pas ce texte ne donnera pas de moyens supplémentaires pour régler les problèmes auxquels nous devons faire face. On va parler d'Israël, Fabrice. Oui. Est-ce que vous pensez que la France insoumise a suffisamment condamné les actes du Hamas ? Est-ce que les mots étaient assez forts ? La France insoumise, là aussi, a condamné les actes du Hamas. Qu'on n'en vienne pas à dire tout et n'importe quoi au nom de polémiques politiciennes. La France insoumise n'a aucune sympathie. C'était suffisamment condamné. Moi, je l'ai condamné immédiatement. Certains de mes amis l'ont fait immédiatement. Mais pas tous, vous le savez, Alexis Corbière. Ça a été fait Est-ce que vous qualifiez le Hamas d'organisation terroriste ? Mais oui, c'est une organisation qui soutient des actes terroristes, donc c'est une organisation terroriste. Après, quel est le débat ?
Le débat est le suivant. Nous avons tous été indignés par, et le mot est faible, ce qui s'est passé en Israël. L'attaque, le crime odieux de populations civiles, de villages massacrés, des images du kibbutz, de la fête de ces jeunes filles au cours d'une rave party assassinées, etc. L'horreur. L'horreur absolue. Condamnation évidente. Mais c'est un conflit qui dure depuis des années. Il faut trouver la paix. Il faut frapper, sans aucun doute, les coupables. Mais la réaction qui a lieu de la part du gouvernement israélien, d'un gouvernement extrêmement critiqué en Israël, de la part de Netanyahou, extrêmement critiqué par la société civile israélienne qui considère que Netanyahou porte une responsabilité par l'absence de protection, notamment de la frontière à Gaza, sans doute en faisant monter des troupes en Cisjordanie, et puis en étant, incapable de faire face à une situation où il n'a que brutalité, il n'avance pas vers un processus de règlement politique, et aujourd'hui surtout des bombardements de la population à Gaza, 2,5 millions de personnes, qui sont des civils et des innocents, qui ne va faire rentrer la situation que dans une trappe sanglante qui va encore plus envenimer les choses. Le droit à la justice, ça n'est pas le droit à la vengeance. Donc que les choses soient claires. Et certains pensent que si on qualifiait uniquement du mot terroriste, on ne pourrait pas par la suite considérer comme crime de guerre les éventuelles frappes contre des populations civiles à Gaza. Moi, je pense qu'on peut faire les deux. Vous me suivez? On peut condamner le terrorisme, vouloir que les terroristes soient traduits parce qu'ils ont commis des crimes de guerre devant éventuellement la Cour pénale internationale, qu'il y ait des sanctions qui soient posées, n'entraîne pas pour autant que l'on ne puisse pas aussi dire que ce qui vise à créer de Gaza aujourd'hui une situation où les hôpitaux peuvent même plus soigner, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, où on dit à 1,5 million de personnes dès demain ou dans 48 heures, il faut partir. Mais vous, c'est clair, Alexis Corbière. Et vous dites clairement, le Hamas est une organisation terroriste. Mathilde Panot ne l'a pas dit, Jean-Luc Mélenchon ne l'a pas dit. Est-ce que c'est une faute politique ? Vous vous en jugerez. Moi, je pense qu'il fallait dire clairement. Quel est votre avis ? Moi, je pense qu'il faut parler clairement. Voilà, il faut que les gens comprennent pour quelles raisons. Je vais vous dire. Parce que moi, je pense que dans la période, une organisation politique comme la mienne, moi, je suis pas diplomate. Il faudra qu'il y ait des gens qui parlent, qu'il y ait des solutions qui soient trouvées. Je fais de la politique. Je veux que les Français comprennent. Mais je pense que pour parler clairement, il vaut mieux le dire. C'est ce que le débat interne que nous avons. Ça nous affaiblit, ça affaiblit peut-être un peu notre parole. Pour dire quoi aux Français ? Que nous condamnons de manière la plus ferme les attentats qui ont eu lieu. Mais aussi la France doit dire clairement, par l'intermédiaire de sa diplomatie, Mme Colonna est là-bas, au gouvernement de Netanyahou, folie que de bombarder les populations à Gaza. Les crimes de guerre qui vont... Il y a 2200 personnes à Gaza, dont 734 enfants qui sont morts dernièrement des frappes israéliennes. Mais Emmanuel Macron, le premier, appelle à préserver les populations civiles. Emmanuel Macron, à l'occasion, il a dit qu'il faut préserver les populations civiles. Mais tout bombardement sur ce qu'est la ville, la bande de Gaza, nécessairement, va avoir des conséquences terribles. Et je regrette que le président de la République qui a pris la parole, je ne sais plus quand maintenant, jeudi, n'ait pas dit cessez le feu tel que nous l'avons toujours dit. Donc c'est pas clair. Et Madame Colonna... Il n'a pas dit cessez le feu, mais il a appelé à une réponse juste. Il a dit qu'il fallait préserver les populations civiles. Mais personne de sérieux ne peut croire. Il a rappelé la position de la France, qu'il fallait 2 États. Madame, oui, ça c'est très bien, très bien. Enfin, il faut avancer là-dessus. Paix. Et personne de sérieux ne peut croire que quand vous bombardez, tel que le fait actuellement l'armée israélienne et tel qu'elle avait déjà commencé à le faire jeudi, il n'y aura pas des dégâts collatéraux. Donc, ensuite, une dernière chose. Moi, je pense aux otages. Et en plus, il y a des otages français. Je veux dire, qui peut croire que c'est en faisant ce genre de frappe que l'on va protéger les otages? Il faut qu'ils soient libérés au plus vite, il faut agir. Donc, là encore, crime de guerre indiscutablement de la part du Hamas, situation intolérable et aussi crime de guerre manifestement de la part de l'armée israélienne. Il faut sortir de cette situation. Vous préféreriez que la France ne prenne pas part à ce débat et à ce conflit? Elle doit prendre part en disant paix et cesser le feu. Et moi, ce dont je rêve, c'est qu'en France même, une grande manifestation pour la paix soit faite dans laquelle se retrouvent tous les Français, quelle que soit, j'ai envie de dire, leur conviction spirituelle, quelle que soit la manière dont ils abordent ce conflit, mais étant convaincus d'une chose, Israël a droit à la sécurité. Et il faut un processus politique qui respecte notamment les accords de l'ONU pour que les Palestiniens aussi aient droit à un État, 2 États. C'est le moment que les diplomates parlent. Il faut des militants de la paix. Et trop de gens violents s'expriment dans cette situation. C'est ça que nous avons porté, me semble-t-il. Et si c'est, moi je le fais avec mes mots, me semble-t-il, de manière claire. Un mot, puisque vous dites que ça affaiblit la France insoumise, la position de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que le groupe parlementaire pourrait se scinder? Est-ce qu'il va y avoir une fracture au sein de la France insoumise? Est-ce que vous pourriez créer un autre groupe avec Clémentine Autain, avec François Ruffin? Mais je suis un homme d'unité et de rassemblement. Je dis ça. Je dis ça. Mais il le faut. Mais l'art de la politique, c'est rassembler des gens qui, par définition, parce que la complexité du monde amène à ce qu'on peut avoir différentes manières, des mots, des stratégies différentes, à se rassembler pour être plus fort. Je le dis pour la France
France Insoumise. Moi, je suis un fondateur de la France Insoumise, mais enfin, de quoi vous me parlez? C'est incroyable. Je n'ai pas quitté quoi que ce soit. Vous n'avez pas eu envie de quitter le mouvement, de prendre des distances? Absolument pas. Au contraire, est-ce que vous demandez à Manuel Bompard un vote en interne pour savoir quelle est la position du militant? Laissez-moi faire. De quelle manière? Franchement, ça n'intéresse pas ceux qui nous regardent. La manière dont je mène la discussion en interne. Vous me parlez. Mais non, mais c'est pas vrai. Pour vous, il ne doit pas y avoir de discussion en interne, de vote en interne? Je les porte. C'est de notoriété publique. Mais avouez que je vous connais et vous ne mangez pas complètement de ce pain-là. Mais certains médias, avec gourmandise, veulent absolument exacerber les désaccords, caricaturent y compris la position de certains, en faisant croire que la France Insoumise serait devenue l'ami des terroristes, en faisant croire je ne sais trop quelle sottise. C'est absurde et ça n'aide aucune discussion. À l'inverse, nous avons des débats. Pour ma part, je les ai posés il y a plus d'un an. C'est de notoriété publique. Je me suis reconnu aussi dans la parole de François Ruffin dernièrement, de celle de Clémentine Autain. C'est de notoriété publique. Mais il y a un point de divergence majeur sur la laïcité. Vous avez un point de rupture sur la laïcité. Absolument. Notamment avec Jean-Luc Mélenchon. Vous le savez. Il est aussi fondateur de la France Insoumise. Vous êtes amis. Non, mais vous dites un point de rupture sur la laïcité. Il faudrait faire 1 heure de discussion de quoi on parle. C'est Jean-Luc Mélenchon qui m'a appris ce qu'était la laïcité. Je suis un défenseur de la laïcité. Loi de 1905, loi de 2004 d'un établissement scolaire, je les défends. Mais pas d'instrumentalisation de la laïcité. Aujourd'hui. Est-ce qu'il la défend comme vous le voudriez, comme il vous l'a appris? Citez-moi un point précis pour savoir de quoi on parle. Moi, je ne veux pas. Non, mais juste sur la rupture. On est en train de parler de l'unité. Non, mais vous défendez l'unité. Vous défendez l'unité au sein de la France Insoumise. On a compris. Mais voilà, non, mais je vais y venir à l'unité de la NUPES. Vous avez Olivier Faure qui dit il y a un problème avec la méthode Mélenchon. Demain, il y a un Conseil national au PS pour décider s'il y a scission ou pas. Fabien Roussel qui dit là, c'est pas une différence, c'est une rupture fondamentale. Marine Tondelier qui dit la même chose. Est-ce que la NUP, aujourd'hui, est fracturée? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a fracturé la NUP? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, toute proportion gardée, qu'il faut des militants de la paix quand il y a un conflit, il faut des militants de l'unité quand il y a une situation de tension. Et nous traversons une situation de tension. Donc, il y a des gens, certains, qui disent on peut plus continuer comme ça. Il y a des gens comme moi qui disent faut trouver les conditions qu'on continue comme ça. Mais c'est encore possible. Alors c'est quoi? Pour quelle raison je plaide pour que ce soit encore possible? C'est pas pour le bonheur de se réunir avec je ne sais trop qui. C'est que je pense que c'est indispensable pour gagner en 2027. Je ne veux qu'une chose, qu'en 2027 nous puissions l'emporter. Parce que ma lecture des événements, c'est qu'il est possible que l'extrême droite l'emporte. Il est possible que nous nous retrouvions dans une situation de grande tension. Donc j'invite chacun. Vos partenaires, ils disent pas on veut pas d'union. Ils disent on veut pas d'union avec Jean-Luc Mélenchon. On veut une autre union de la gauche. J'entends bien. Je vais faire une déclaration extrêmement puissante. Si on veut l'union des forces populaires de la gauche et des écologistes, il faut le faire avec les forces populaires de la gauche et les écologistes. Ce que je veux dire, c'est que je me méfie. Avec Jean-Luc Mélenchon avec la France Insoumise. Et avec Jean-Luc Mélenchon, qui est aujourd'hui, qui a un statut particulier à la France Insoumise, qui a été candidat, qui nous dit qu'il souhaite être remplacé, qui nous dit faites mieux. Faisons mieux. Faire mieux, c'est pas faire pareil. Voilà ce que je dis. Alors on a le droit, comme tout le monde, de critiquer Jean-Luc Mélenchon. On peut aussi critiquer les autres, parce que Fabien Roussel, que j'apprécie sur le plan personnel, n'est pas le dernier à activer aussi beaucoup d'éléments de division depuis 12 mois, d'accord? Et y compris, je vais arrêter de critiquer les uns les autres parce que le principal, c'est que nous trouvions les conditions du rassemblement. Sur le programme de la NUPES, il est là. Ne le remettons pas en cause. On peut discuter comment on hiérarchise tel ou tel sujet. Mais il nous a rassemblés. C'est un programme de rupture, on va dire, avec actuellement l'ordre économique, le désordre écologique, et qui nous propose des solutions démocratiques pour passer en 6e République, qui est quand même le sujet, la grande conversation, qui est qu'un sentiment général d'une 5e République qui met à distance le peuple. Ça, c'est passionnant. On a déjà une base qui nous a rassemblés. Il y a 1 an, ça semblait impossible. Aujourd'hui, il y a des tensions, dont acte. La question, c'est comment on se réunit. Moi, c'est comme ça que j'ai envie de prendre le problème, de dire aux uns et aux autres comment on rediscute. L'union est encore possible avec Jean-Luc Mélenchon. Je me battrai jusqu'au bout pour qu'elle soit possible. Sinon, je ne serai pas à la hauteur de la tâche, parce que la division, c'est les clés qui sont données, soit un éventuel successeur de M. Macron pour continuer la même politique. Et l'impression que j'ai, c'est que les Français. Mais est-ce qu'il ne cherche pas un peu la division en faisant ça, Jean-Luc Mélenchon? Eh bien, moi, je suis infatigable sur le fait qu'il faut arriver à l'union. Est-ce que vous êtes intimement convaincu, vous qui le connaissez bien, qu'il souhaite être remplacé? Moi, je prends les gens au mot. Je ne fais pas de procès d'intention. Quand on donne un mandat en disant qu'il souhaite être remplacé, je m'y emploie et je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui avancent dans cette voie. C'est ce qui a été demandé par Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qui est demandé par beaucoup de gens. Il faudra que nous ayons une candidate ou un candidat qui porte nos couleurs, me semble-t-il, du rassemblement la prochaine fois. Pour, cette fois-ci, non pas faire un bon score, ce sera ma conclusion. La seule tâche qui nous est donnée aujourd'hui, c'est de créer les conditions d'être au second tour et de l'emporter au second tour. Moi, je vais essayer de mettre un service optimal à la petite expérience
pour aider à ce processus-là. Merci Alexis Corbière. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Fabrice, à la semaine prochaine face au Club des Territoires.